Il pensait que c'était juste un ticket, juste une erreur. Mais quand le juge a ouvert le dossier, la vérité derrière ce morceau de papier a révélé un système construit sur la cruauté et un petit acte de gentillesse qui le secourait jusqu'au fond. Cela a commencé un mardi matin devant l'entrée bondée de l'hôpital général de Providence, le genre de matinée qui se sentait suspendu entre la pluie et l'épuisement. Une fine couche de brouillard s'accrochait au lampadaire, transformant chaque reflet dans les flaques d'eau en argent terne. Ethan était assis sur le siège passager de la berline vieillissante de sa mère, les mains serrées les unes contre les autres sur ses genoux. Le tic-tac rythmique de l'horloge du tableau de bord était plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Sa mère lui avait dit qu'elle serait de retour, juste quelques minutes pour rencontrer son médecin au sujet des résultats des tests qu'il pouvait à peine se permettre. Il avait hoché la tête, essayant de paraître courageux quand il a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Mais maintenant, 20 minutes plus tard, le par-clignotement de l'approbation. Il a regardé les gens passer, les infirmières dans les gommages, les camions de livraison décharger les caisses et la lente rampe des voitures qui tournaient autour des places ouvertes. Chaque minute qui passait semblait étirer la distance entre lui et la promesse de sa mère qu'elle reviendrait bientôt. Le bruit des pas qui approchaient le surprit. Un agent de stationnement, grand et aux épaules carrées dans une veste bleu marine, bougeait avec le rythme mécanique de quelqu'un qui avait fait ça trop de fois pour s'en soucier. Ethan fit craquer la fenêtre à mi-chemin, sa voix incertaine quand il essaya d'expliquer qu'il n'était pas garé, qu'il attendait. Sa mère était à l'intérieur, dit-il doucement, elle reviendrait à tout moment. Le visage de l'officier bougeait à peine, son stylo a gratté contre le coussin, stable et indifférent. Quand le papier s'est détaché du livre et a giflé contre le pare-brise, le son a traversé Ethan comme du verre. L'officier s'éloignait déjà quand Ethan a chuchoté à travers la fissure, demandant ce qu'ils étaient censés faire maintenant. Aucune réponse n'est venue, juste le sifflement de la circulation avalant ces mots. Il s'est replié sur le siège, fixant le slip blanc flottant sous l'essuie-glace comme un drapeau de reddition. 200 $. Cela aurait aussi bien pu être 2000. Il n'a pas pleuré, mais la chaleur derrière ses yeux a brûlé. Tout ce à quoi il pouvait penser était le visage de sa mère quand elle l'a vu. Quand elle est revenue, pâle et fatiguée des couloirs de l'hôpital, ses yeux sont tombés immédiatement sur le ticket. Pendant un battement de cœur, elle n'a pas bougé. Puis elle a ramassé, l'a lu une fois et a laissé échapper un souffle tremblant qui ressemblait à une défaite. Ils sont rentrés chez eux en silence. Les rues de la ville se sont brouillées à travers le pare-brise alors que la pluie commençait enfin à tomber, douce au début, puis plus lourde, jusqu'à ce que les essuie-glaces aient du mal à suivre. Ethan a regardé les gouttelettes se précipiter sur la vitre, se sentant responsable de chacune d'elles. À la maison, sa mère a étalé les factures sur la table de la cuisine comme elle le faisait toujours. La lumière fluorescente au-dessus a vacillé, et dans sa lueur, elle a essayé de faire le calcul à voix haute, loyer, service public, ordonnance, nourriture, mais sa voix s'est brisée à mi-chemin, et elle s'est couverte la bouche avec sa main. Ethan s'est tenu dans l'embrasure de la porte, gelé, ne sachant pas s'il devait la réconforter ou disparaître. Cette nuit-là, il est resté éveillé dans sa petite chambre, écoutant le son silencieux de ses pleurs à travers le mur mince. Il s'est promis de le réparer d'une manière ou d'une autre, même s'il ne savait pas comment un garçon de son âge pouvait réparer quoi que ce soit. Le matin est venu avec une lumière pâle qui rendait tout plus froid. Les rues à l'extérieur étaient encore humides, les flaques d'eau brillaient comme des miroirs épars. Ethan a enfilé ses baskets usées, a attaché les lacets 2 fois comme son père lui avait appris il y a des années, et a pris le billet sur le comptoir. Sa mère s'était endormie à la table, la tête posée sur les bras croisés, l'épuisement écrit sur chaque ligne de son visage. Il ne l'a pas réveillée. Le tribunal de la ville n'était qu'à quelques pâtés de maison, mais pour Ethan, c'était comme des kilomètres. En marchant, des voitures se sont précipitées, envoyant des jets d'eau qui parsemaient son jean. Il tenait le papier fermement dans sa main, prenant soin de ne pas le froisser, comme si la pierre de construction pouvait rendre le problème plus petit et le palais de justice. Il a hésité à la porte, ne sachant même pas s'il y appartenait, puis l'a ouverte et est entré. L'air était frais et sentait faiblement les sols polis et le vieux papier. Les gens se déplaçaient dans des tons feutrés, leurs pas résonnant dans le couloir. Ethan a suivi une petite foule jusqu'à la salle d'audience municipale, où des noms étaient appelés depuis un presse-papier. Il a donné son propre nom dans un murmure, sa voix presque perdue dans le shuffle. Quand il s'est assis sur l'un des bancs en bois dur, ses jambes ont à peine atteint le sol. Il a regardé des hommes en costume, des femmes en manteau, des policiers en uniforme,
tout se déplaçant à un rythme qu'il ne comprenait pas. Son cœur battait contre ses côtes, fort et inégal, alors qu'il attendait son tour. Quelque part devant, un homme en robe noire parlait gentiment à une femme âgée, son ton presque chaleureux. Ethan ne savait pas qui il était, mais quelque chose dans la voix de l'homme l'a fait s'asseoir un peu plus droit. Quand son propre nom a été appelé, ses mains ont tremblé si fort que le papier a brûlé pendant qu'il se tenait debout. Il a agrippé le billet comme un bouclier et s'est dirigé lentement vers le banc, la gorge sèche, ses chaussures grinçant faiblement contre le sol. La salle d'audience semblait devenir plus silencieuse en atteignant l'avant. Le juge l'a regardé par-dessus ses lunettes, surpris de voir un garçon debout seul. Ethan s'est éclairci la gorge, essayant de trouver sa voix. Il voulait dire qu'il n'avait pas l'intention d'enfreindre une règle, qu'il attendait seulement, que sa mère avait besoin de lui, mais que les mots s'en mêlaient en lui comme des fils. Il a réussi à expliquer, hésitant, qu'il n'avait pas conduit, seulement assis dans la voiture pendant que sa mère était à l'hôpital. Le juge a écouté sans interrompre, les mains croisées, les yeux gentils, mais acérés. Ethan n'a pas remarqué les quelques personnes à l'arrière qui avaient arrêté ce qu'elles faisaient pour écouter. Il a juste continué à parler, une phrase à la fois, jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. Quand il a terminé, il y a eu un moment d'immobilité, et pour la première fois depuis la parution du billet, Ethan a eu l'impression que quelqu'un l'avait réellement entendu. Il ne savait pas encore que l'homme derrière le banc était le juge Frank Caprio, ou que ce petit acte de courage, se lever dans cette pièce, déclencherait une chaîne d'événements qu'aucun d'eux ne pourrait oublier. Il savait seulement qu'il était fatigué d'être invisible, et que cette fois, il ne rentrerait pas chez lui sans essayer d'arranger les choses. Le lendemain matin, déterminé à défendre sa mère, Ethan s'est rendu seul au tribunal municipal, tremblant, tenant le billet à la main, sans jamais imaginer que l'homme derrière le banc allait tout changer. La salle d'audience était petite mais portait un air de formalité qui la rendait bien plus grande qu'elle ne l'était. La lumière filtrait à travers d'étroites fenêtres hautes sur le mur, projetant des rectangles pâles sur le sol verni. Les bancs grinçaient faiblement alors que les gens se déplaçaient dans leurs sièges, attendant que leur cas soit entendu. Le vieux papier et le bois poli persistaient, se mélangeant au faible bourdonnement des lumières fluorescentes. À l'avant était assis le juge Frank Caprio, vêtu de sa robe noire, sa posture calme et stable. Son visage était gentil mais alerte, le genre d'expression qui pouvait adoucir les peurs d'une personne ou exposer ses mensonges avec la même précision. Il salua chaque personne devant lui avec le même ton mesuré, un homme qui comprenait que l'équité exigeait de la patience. Quand le nom d'Ethan s'est finalement appelé une curiosité tranquille. Le garçon avait l'air si jeune debout là, les épaules carrées dans une chemise empruntée qui était trop grande pour lui, les bords de ses chaussures éraflés par des années de coups de main. Il a parlé doucement, expliquant qu'il n'avait pas été garé, qu'il attendait simplement sa mère qui était entrée à l'hôpital. La salle d'audience s'est encore agrandie. Ses paroles ne portaient aucune défense, aucun argument pratiqué, seulement l'épuisement, l'honnêteté et la faible trace de peur. Le juge l'a regardé attentivement, et pendant un bref instant, les lignes autour de ses yeux se sont adoucies. Mais l'immobilité n'a pas duré. L'agent de billetterie, debout à côté du bureau du greffier, s'est éclairci la gorge avec la confiance raide d'une personne certaine de son autorité. Il a répété que le compteur avait expiré, que les règlements existaient pour une raison, et que personne, pas même un enfant, n'était exempté. Son superviseur, assis derrière lui, a hoché la tête, les bras croisés en accord silencieux. Ils ont parlé d'équité, ont parlé de la politique délibérée. Le procureur de la ville s'est penché en avant de sa chaise, la voix douce mais ferme. Il a rappelé au tribunal que les lois sur le stationnement ne pouvaient pas être pliées pour des appels émotionnels, que le système dépendait de l'uniformité. La compassion, a-t-il dit, était admirable, mais ce n'était pas une politique. Ethan a baissé les yeux, ses mains serrées contre lui, et pendant un moment, l'énormité de l'indifférence du monde l'a pressé. Il était venu chercher la compréhension, mais le système qui se tenait devant lui semblait construit pour protéger ses propres règles, pas les gens pris en eux. Les murmures ont commencé dans les rangées arrière, des chuchotements doux et incertains qui se demandaient comment un garçon pouvait être jugé pour avoir attendu dans une voiture. Mais les voix du pouvoir parlaient plus fort, leur ton enveloppé de formalité et d'autorité. Au fur et à mesure que les arguments se déroulaient, le juge Caprio a écouté sans interruption. Ses yeux se déplaçaient entre le garçon, l'officier et l'avocat, comme s'il cartographiait les lignes de pouvoir invisibles qui traversaient la pièce.
Lorsque l'officier a mentionné le nom de famille d'Ethan, quelque chose a scintillé dans l'expression du juge. Le dossier devant lui contenait plus d'une citation liée à ce nom. Il a parcouru les pages, les sourcils serrés. Chaque billet avait été émis près du même endroit, la zone de stationnement de l'hôpital où les délais étaient stricts et l'application inhabituellement agressive. Ses doigts ont tracé les dates imprimées. Il y en avait trop rapprochées. Il s'est légèrement penché en arrière, les yeux se rétrécissant en pensant. Un souvenir a fait surface spontanément. Des semaines plus tôt, une lettre d'un résident local se plaignant d'amendes excessives près de l'hôpital au sujet d'agents ciblant les visiteurs qui ne pouvaient pas se permettre de se garer plus longtemps que l'horloge ne le permettait. La lettre avait été polie mais désespérée, écrite d'une main prudente qui révélait à la fois l'épuisement et l'espoir. Le juge se souvint maintenant que la lettre était venue de la mère d'Ethan. La connexion le frappa comme une révélation discrète. Il regarda le garçon, dont la tête restait inclinée, ignorant le fil qui reliait désormais leurs histoires. La scène a changé dans son esprit, et avec elle est venu le premier éclair de vérité. Des mois plus tôt, la mère d'Ethan s'était tenue à un comptoir de l'hôtel de ville, implorant un greffier de reconsidérer une série d'amendes qui avaient presque vidé ses économies. Son mari était récemment décédé d'une maladie qui l'avait laissé se noyer dans les factures médicales, et chaque citation de stationnement ressemblait à une autre plaie sculptée par un système sans visage. Le greffier, suivant les ordres, l'avait envoyée d'un bureau à un autre jusqu'à ce qu'elle se retrouve debout devant un superviseur qui levait à peine les yeux de son ordinateur. Elle avait essayé d'expliquer que les billets venaient alors qu'elle se rendait à l'hôpital pour les traitements de son mari, qu'elle n'évitait pas le paiement mais ne pouvait tout simplement pas tout à la fois. Le superviseur l'avait renvoyée avec une phrase pratiquée, « Tout le problème, madame ». La ligne était restée avec elle, résonnant dans son esprit longtemps après qu'elle soit sortie dans la froide soirée. Maintenant, ce même schéma d'indifférence s'est rejoué dans la salle d'audience, habillé en termes juridiques et dans des tons professionnels. Le superviseur de l'officier s'est penché vers le procureur de la ville, chuchotant quelque chose qui les a fait échanger des regards conscients. Derrière eux, l'un des greffiers a marmonné sur le fait que la zone de stationnement de l'hôpital était une mine d'or pour les revenus. Le juge a saisi les mots, même s'ils n'étaient pas destinés à lui. Son expression s'est légèrement durcie. Il y avait de la politique à l'œuvre ici, de l'argent, des quotas, des accords silencieux entre les départements qui transformaient les citoyens ordinaires en chiffres sur une feuille de calcul. Les billets n'étaient pas que des erreurs, ils faisaient partie d'un système conçu pour presser ceux qui en avaient le moins. La voix d'Ethan a brisé le bruit alors qu'il essayait une fois de plus d'expliquer. Il a dit que sa mère ne savait pas que la voiture dépassait la limite de temps, qu'elle était à l'intérieur pour s'occuper de ses papiers d'entretien d'embauche, qu'il essayait juste de l'aider. Ses mots ont tremblé, et bien qu'il ait parlé avec la simplicité d'un enfant, ils ont frappé plus profondément que n'importe quel argument juridique. La salle d'audience est redevenue silencieuse. Le juge Caprio l'a étudié pendant un long moment, ses doigts reposant sur le marteau, mais immobile. Son sang-froid n'a jamais faibli, mais il y avait un sentiment de quelque chose de nouveau dans ses yeux, une frustration éveillée, non pas avec le garçon, mais avec la machinerie tranquille de la bureaucratie qui avait permis à ce moment d'exister. Il s'est tourné vers l'officier et lui a demandé combien de contraventions avaient été émises dans cette même zone au cours du dernier mois. L'officier a hésité, marmonnant quelque chose sur les modèles d'application standard. Le juge a de nouveau appuyé, et la réponse est venue à contre-cœur, plus de 70, la plupart contre des véhicules appartenant à des visiteurs ou au personnel de l'hôpital. Le nombre a frappé la pièce comme un coup de tonnerre. Même le procureur de la ville s'est déplacé avec inquiétude dans son siège. Le juge a fermé le dossier et a posé son menton sur une main, profondément dans ses pensées. La gentillesse qui encadrait habituellement ses traits était toujours là, mais en dessous, une fureur tranquille se formait, vive et délibérée. Ethan leva alors les yeux, rencontrant ceux du juge. Pour la première fois, il ne vit pas l'autorité, mais l'empathie, un homme qui n'écoutait pas seulement, mais ressentait le poids de l'injustice à ses côtés. Le moment s'étira, suspendu entre le silence et la compréhension. Le superviseur de l'officier commença à protester, répétant que la loi ne pouvait pas se plier par sympathie. Les mots sonnaient creux dans l'écho de ce qui venait d'être révélé. Le juge se redressa lentement, sa voix calme, mais tranchait avec conviction. Il dit que l'équité n'était pas une question d'application aveugle mais de sens moral. La phrase traversa la pièce comme un vent coupant le brouillard. Le procureur de la ville changea de nouveau,
jetant un coup d'œil sur ses papiers comme s'il cherchait un règlement qui pourrait défendre ce que le cœur humain ne pouvait pas. À cet instant, la salle d'audience ne ressemblait plus à un lieu de punition, elle ressemblait à un lieu en attente de vérité. L'histoire du garçon avait épluché les couches du protocole et exposé quelque chose de brut, quelque chose d'humain. Et alors que le murmure des voix revenait, doux et incertain, le juge Caprio a légèrement soulevé le marteau et l'a tapoté une fois contre le bois, le son net et final. Son regard s'est attardé sur Ethan pendant une longue inspiration, puis s'est tourné vers les officiers, son ton mesuré mais indéniablement résolu. Il s'est légèrement penché en avant, la moindre trace de frustration traversant son extérieur calme, et a dit doucement que quelque chose à ce sujet ne lui convenait pas. La semaine suivante, le palais de justice s'est agité avec une intensité tranquille qui n'y était pas auparavant. Ce qui avait commencé comme une petite affaire impliquant un garçon effrayé et un ticket de parking était devenu quelque chose de bien plus grave. Les papiers ont broui entre des mains nerveuses, et des chuchotements ont rempli les couloirs alors que les employés de la ville arrivaient sous convocation. Le juge Frank Caprio avait ordonné un examen interne, et les résultats étaient accablants. Un greffier, pâle d'incrédulité, avait découvert une longue traînée de citations douteuses liées au même agent qui avait émis une contravention contre Ethan, des dizaines d'entre eux, tous regroupés autour du bloc de l'hôpital. Les patients, les parents en deuil, les infirmières épuisées et les gardiens en visite avaient tous été condamnés dans des circonstances suspectes. Ce n'était pas une application aléatoire, c'était une exploitation systématique. Quand le rapport est arrivé au bureau de Caprio ce matin-là, il avait lu chaque ligne 2 fois, son visage se durcissant à chaque paragraphe. Au moment où l'audience a repris, la chaleur de sa voix avait été remplacée par quelque chose de plus net, plus stable, forgé par l'indignation et le devoir. La salle d'audience était bondée maintenant, le mot s'étant répandu dans la communauté. Les journalistes attendaient à l'arrière, les caméras baissées mais prêtes, tandis que les employés de la ville tapissaient les murs d'expression tendus. Ethan était assis à côté de sa mère à l'avant, tous deux habillés modestement mais proprement, comme s'ils avaient dépensé leurs derniers dollars pour essayer de paraître dignes de l'attention du juge. Les doigts d'Ethan tapotaient nerveusement contre le banc, son rythme cardiaque rapide et incertain. La main de sa mère reposait doucement sur son bras, le stabilisant. Lorsque le juge Caprio est entré, la pièce s'est tue. Sa robe bougeait comme une marée sombre alors qu'il prenait place, le son de son marteau frappant le bureau résonnant sur les murs. Sa voix, quand elle est venue, ne portait aucune trace de son autorité habituelle. Il a commencé par reconnaître l'examen, déclarant que ce qui avait été découvert méritait une explication sérieuse. Il a appelé l'officier qui avait émis le billet et, après un moment d'hésitation, l'homme s'est levé, la posture raide, les yeux se dirigeant brièvement vers son superviseur pour se rassurer. Au début de l'interrogatoire, le changement de ton était indubitable. Les paroles du juge Caprio n'étaient plus des enquêtes douces, c'étaient des coups précises, tranchant les excuses répétées de l'officier. Chaque question était suivie d'un silence qui exigeait l'honnêteté. L'officier a balbutié, essayant de justifier ses actions par des phrases sur les quotas et les calendriers d'application. Mais le juge a insisté plus fort. Il a demandé si la compassion faisait partie du devoir de l'officier, si la discrétion n'était pas aussi une forme de justice. L'officier a hésité, sa confiance s'est effondrée. Son superviseur, assis derrière lui, avait l'air de plus en plus mal à l'aise, tirant sur son col alors que des murmures commençaient à se répandre dans la foule. Ethan était resté figé, respirant à peine. Il n'arrivait pas à croire que son petit geste de défendre sa mère avait conduit à cela. Un compte public avec des gens qui avaient toujours semblé intouchables. Il regarda vers le juge, qui semblait maintenant plus grand que nature, non pas à cause de sa position, mais à cause de son refus de détourner le regard de la vérité. Lorsque l'officier a de nouveau trébuché, cherchant des mots, le juge Caprio a fait signe au greffier de lire à haute voix les conclusions de l'examen. La liste des victimes remplissait l'air comme une confession. Patients âgés, anciens combattants handicapés, familles qui s'étaient garées pendant quelques minutes en ramassant des ordonnances ou en rendant visite à leurs proches dans leurs dernières heures. Chaque nom était une histoire de difficulté transformée en profit. Au moment où le greffier a terminé, la tension dans la salle d'audience était insupportable. Le procureur de la ville s'est levé, essayant d'interrompre, suggérant que le tribunal outrepassait, que ces questions administratives devraient être traitées en privé. Mais le juge lui a coupé la parole avec une main levée, son ton ferme mais contrôlé.
Il a rappelé à tout le monde que la justice ne pouvait pas exister dans le secret, que l'équité exigeait de la visibilité. Les lèvres de l'avocat se sont pressées en une fine ligne, la mâchoire serrée d'irritation. L'officier s'est déplacé d'un pied à l'autre, les yeux se dirigeant vers la sortie. La mère d'Ethan a chuchoté doucement qu'il devrait prier pour que la vérité reste forte. Sa voix tremblait non pas de peur, mais avec la crainte tranquille d'être témoin de quelque chose auquel elle avait cessé de croire il y a des années. Puis, de façon inattendue, une voix frêle s'est élevée de la foule. Une femme âgée, vêtue d'un uniforme d'infirmière fanée après des années d'utilisation, s'est levée de la rangée arrière. L'huissier a bougé comme pour l'arrêter, mais le juge Caprio lui a fait signe de parler. Sa voix a d'abord tremblé, puis s'est stabilisée en expliquant qu'elle travaillait à l'hôpital et se souvenait clairement de la journée. Elle a dit qu'elle avait vu le garçon assis tranquillement sur le siège avant, les mains jointes, regardant l'entrée. La voiture ne bloquait personne, et elle lui avait même souri à travers la fenêtre, pensant à quel point il était rare de voir un enfant aussi patient. Elle a dit au tribunal qu'elle avait été en colère quand elle a vu l'agent délivrer le billet, mais elle n'avait pas su quoi faire. Ses paroles n'emportaient que la vérité. L'effet a été immédiat. Les murmures se sont transformés en halètements, l'énergie dans la pièce passant du scepticisme à l'indignation. La mère d'Ethan s'est couverte la bouche, les larmes coulant sur ses doigts, tandis qu'Ethan lui-même ne pouvait que regarder l'infirmière avec incrédulité. Le juge a hoché la tête lentement, ses yeux s'adoucissant à nouveau pour la première fois de la journée. Il s'est tourné vers Ethan et lui a demandé s'il croyait que la justice devrait être gentille. Le garçon, toujours tremblant, a hoché la tête en silence. L'expression du juge s'est transformée en un sourire faible et fatigué qui portait à la fois tristesse et conviction. Il a dit que si la gentillesse était le fondement de la justice, alors il était temps qu'ils en construisent quelque chose de plus fort. Mais juste au moment où le sentiment de soulagement a commencé à se répandre dans la salle, le procureur de la ville s'est levé brusquement, sa voix coupant l'émotion comme une lame. Il s'est opposé à l'utilisation de l'examen interne, affirmant que le rapport tombait sous le secret administratif et ne pouvait pas être présenté en audience publique. La déclaration était froide, légale et délibérée, une dernière tentative de ramener la vérité dans l'ombre. La salle d'audience a éclaté d'incrédulité. Les gens ont chuchoté avec colère, certains secouant la tête, d'autres marmonnant sur la corruption. Les yeux du juge, cependant, n'ont pas vacillé. Il s'est légèrement penché en arrière, les doigts serrés sur le marteau pendant qu'il étudiait l'avocat. Pendant un long moment, le silence a consumé la salle. Puis, d'une voix basse et imposante qui portait à tous les coins, il disait que la vérité était gênante. Ces mots pendaient dans l'air comme le tonnerre avant une tempête. Le procureur de la ville a essayé de se disputer à nouveau, mais le juge avait déjà pris sa décision. Il a ordonné que le rapport soit enregistré, déclarant qu'aucune loi ne pouvait justifier de dissimuler une inconduite qui affectait la confiance du public. Le marteau est descendu durement, le son résonnant à travers les murs en bois comme une fissure de jugement. Ethan a tressailli devant le bruit, mais a senti quelque chose de puissant, quelque chose de final. Le visage de l'officier est devenu cendré, son superviseur a baissé le regard, et l'infirmière est retournée tranquillement à son siège, des larmes brillant sur ses joues. Ethan s'est tourné vers sa mère, qui a chuchoté que peut-être le monde n'était pas aussi froid qu'il y paraissait après tout. À ce moment-là, le juge Caprio est devenu plus qu'une figure d'autorité. Il est devenu l'incarnation de ce à quoi la justice pouvait ressembler quand elle refusait de se cacher derrière la paperasse et la politique. La salle d'audience semblait respirer à nouveau, chaque personne à l'intérieur consciente qu'elle était témoin de quelque chose de rare, un système obligé de se pencher sur son propre reflet. Le juge a levé le marteau une fois de plus, sa voix inébranlable en disant que la justice doit vivre dans la lumière du jour, pas dans les ténèbres. Le coup qui a suivi a été vif, résonnant comme une promesse qui ne pouvait être tenue. Ces derniers mots ont traversé le silence, constant et résolu. Il a dit qu'il mettrait la vérité en lumière, et son marteau a frappé comme le tonnerre. Les portes du palais de justice s'ouvraient sur une mer de caméras clignotantes. Les journalistes remplissaient les marches de marbre, leurs microphones hérissés comme des lances vers l'entrée. À l'intérieur, l'air transportait la statique de l'anticipation, épais et bourdonnant de chuchotements qui ne s'étaient jamais tout à fait installés. L'histoire s'était déjà répandue bien au-delà de Providence, un garçon de 14 ans debout contre un système qui avait confondu la cruauté avec l'ordre. Tous les bancs de la salle d'audience étaient pleins. Les journalistes se sont penchés en avant avec leurs bloc-notes prêts,
Les citoyens se sont entassés dans les rangées arrière, et même les fonctionnaires de la ville se sont assis raides le long du mur, conscients que tout ce qui se passerait ensuite résonnerait bien au-delà de la petite pièce lambrissée. Ethan et sa mère étaient assis ensemble près du front, leurs mains serrées. Ces nuits étaient calmes. Ethan garda son regard fixé sur le banc vide, attendant l'homme qui lui avait donné quelque chose qu'il ne savait pas qu'il était autorisé à espérer, l'équité. Lorsque le juge Frank Caprio est entré, la salle s'est levée à l'unisson. Il s'est installé à son siège avec une autorité tranquille, son expression illisible, sa robe coulant comme une ombre derrière lui. Le marteau a frappé une fois, tranchant et final, faisant taire les murmures. Il a commencé à parler non pas comme une figure de pouvoir, mais comme un homme pesant l'humanité contre la procédure. Sa voix a traversé la pièce avec un calme mesuré alors qu'il racontait la chaîne des événements, la citation, l'audience, le rapport interne qui révélait la pourriture sous l'application de routine. Il a parlé d'intégrité, de compassion, du devoir de service public non pas comme une occupation, mais comme une responsabilité morale. Puis il a tourné son regard vers le premier rang, vers Ethan et sa mère, et pendant un battement de cœur, la salle d'audience a semblé avec lui. Il a dit qu'ils en avaient tous les deux assez, que la justice n'était pas un outil d'humiliation et que parfois la miséricorde révélait plus de force que la punition ne le pourrait jamais. Un silence a suivi. Le poids de ces mots a persisté dans l'air immobile. Puis est venu le son de son stylo grattant le papier alors qu'il signait le licenciement. L'amende a été effacée, le ticket annulé. Il a condamné l'application de la zone hospitalière comme prédatrice et a ordonné un audit à l'échelle de la ville des opérations de stationnement à proximité des centres médicaux. Sa voix, bien que calme, portait l'autorité indéniable de la vérité, un son que ni la politique ne pouvaient étouffer. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis les applaudissements ont commencé. Cela a commencé par un seul claquement du dos, hésitant au début, puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle d'audience se lève en ovation debout. Certains ont pleuré ouvertement, même les yeux de l'huissier alors qu'il se tenait au processus. Sa mère s'est couvert la bouche, les larmes coulant librement alors qu'elle le rapprochait. Le bruit de la salle d'audience s'est estompé derrière le son de son souffle contre ses cheveux. Ce n'était pas le licenciement qui a brisé son sang-froid, c'était la validation. Après des années passées à être négligés, ignorés et critiqués, quelqu'un les avait finalement vus non pas comme un numéro de dossier ou un problème, mais comme des personnes méritant le respect. Ethan cligna des yeux, sa poitrine se serrant avec le genre de soulagement qui semblait presque trop lourd à porter. Il avait imaginé la victoire avant, mais pas comme ça. Il ne s'agissait pas de gagner, il s'agissait d'être cru. Le juge Caprio s'est assis, laissant la pièce s'installer. Quand il a finalement repris la parole, ses paroles portaient la gravité de la sagesse et de l'avertissement. Il a dit que la justice ne consistait pas à punir les erreurs, il s'agissait de comprendre pourquoi elles se produisent. Il a exhorté les officiers, les greffiers et les fonctionnaires de la ville présents à se rappeler que les lois sans empathie étaient des armes, pas des boucliers. Il n'a pas crié ni fait de conférence, son ton était uniforme, délibéré et humain. Le silence qui a suivi était celui de la réflexion, pas de la peur. C'était le genre de silence qui a changé les gens. Devant les portes, le faible bourdonnement de la foule qui attendait sous la pluie pouvait être entendu, agité, en attente. L'officier qui avait émis le billet était assis au deuxième rang, son uniforme se sentant soudainement plus lourd que d'habitude. La mâchoire de son superviseur était serrée, ses doigts agitant avec un stylo dont il n'avait plus aucune utilité. Ils étaient prêts à se défendre, mais les preuves et les témoignages avaient déjà dépouillé leur défense. La décision du juge était irréversible. En quelques heures, les organes de presse rapporteraient leur suspension dans l'attente d'une enquête. La ville serait obligée d'admettre son échec, et la politique qui s'était tranquillement attaquée aux moins capables de riposter serait démantelée. Pour une fois, la bureaucratie avait été vaincue non pas par l'indignation, mais par l'empathie. À la fin de la procédure, la salle d'audience s'est vidée lentement. Certaines personnes sont restées derrière, espérant serrer la main d'Ethan ou offrir à sa mère des mots de soutien. Elle a souri faiblement à chacun d'eux, accablée mais reconnaissante. Un journaliste local s'est accroupi au niveau d'Ethan, lui demandant ce qu'il ressentait. Il n'a pas répondu tout de suite. Son regard s'est dirigé vers le juge, toujours assis à son banc, examinant tranquillement les papiers comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Enfin, Ethan a dit doucement qu'il se sentait plus léger, qu'il suffisait de savoir que quelqu'un avait écouté. Ces paroles, bien que simples,
portait la pureté que les adultes perdent souvent avec le temps. Dehors, la bruine s'était transformée en pluie régulière, mais les caméras ont clignoté sans relâche alors qu'Ethan et sa mère montaient sur les marches du palais de justice. L'air était frais et vif, transportant l'odeur du trottoir mouillé et des nouveaux départs. Les journalistes ont lancé des questions, les microphones se sont dirigés vers eux. Le juge Caprio a suivi peu de temps après, accueilli par la ruée des voix et des parapluies. Il s'est arrêté à côté d'eux, posant une main légèrement sur l'épaule d'Ethan, et a dit à la foule que la justice n'était pas une question de punition. C'était une question de compréhension. La phrase serait citée dans les titres à travers le pays avant la nuit, rejouée dans des clips qui capturaient non seulement ses paroles, mais la conviction calme à ses yeux. Le soir, les images étaient devenues virales. Des millions de personnes ont regardé l'histoire du garçon se dérouler en ligne. Le silence de la salle d'audience, le témoignage de l'infirmière, le moment où le marteau est tombé. Les médias sociaux ont débordé d'éloges et de réflexions. Certains téléspectateurs ont écrit qu'ils avaient pleuré en le regardant. D'autres ont dit que cela avait restauré leur foi en l'équité. Les présentateurs de nouvelles ont qualifié cela de leçon de compassion. Même les responsables de la ville, acculés par un examen public, ont annoncé des réformes radicales pour s'assurer qu'aucune famille ne serait punie pour des actes de responsabilité ou de soins. Le nom d'Ethan est devenu un symbole discret, un rappel que la décence pouvait toujours l'emporter sur la procédure. De retour à la maison, l'appartement était plus chaud cette nuit-là, bien que les mêmes meubles usés remplissaient le même petit espace. Sa mère préparait un dîner modeste, fredonnant dans son souffle pour la première fois depuis des mois. Ethan était assis à la table, portant toujours ses vêtements d'audience, regardant le billet plié couché à côté de son assiette. Il était maintenant vide, rien de plus qu'un morceau de papier. Il le ramassa, le tint un moment, puis sourit faiblement et le glissa dans un tiroir, comme s'il emmagasinait un chapitre de leur vie. Sa mère posa une main sur son épaule, chuchotant que son courage avait tout changé. Plus tard, avant de se coucher, Ethan se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller sous la pluie. Son reflet dans le verre avait l'air différent, plus fort, plus sûr. Il se souvenait de la façon dont le juge l'avait regardé, non pas comme un enfant, mais comme quelqu'un dont la voix comptait. Le souvenir le remplissait d'un sentiment de pouvoir tranquille, pas du genre qui domine, mais du genre qui guérit. Il murmura doucement, presque à lui-même, que le juge l'avait cru. Sa mère, à moitié endormie dans la pièce voisine, sourit au son. Le lendemain matin, leur histoire a été diffusée à nouveau sur toutes les grandes chaînes d'information. Des inconnus ont envoyé des messages de soutien, des enseignants ont partagé le clip dans les salles de classe et des familles de tout le pays ont profité de ce moment pour rappeler que l'équité commence par l'écoute. Ce qui avait commencé comme un ticket de parking était devenu un miroir pour le monde, un reflet de la façon dont de petits actes de courage pouvaient réécrire le sens de la justice. Alors que la journée éclatait sur Providence, le juge Caprio s'est préparé à un autre dossier d'affaires, ignorant qu'il avait déjà laissé un héritage dans le cœur d'un garçon qui avait appris que la vérité, lorsqu'elle était dite gentiment, pouvait déplacer des montagnes. Si vous pensez que la justice existe toujours, partagez cette histoire et abonnez-vous à des moments plus vrais qui restaurent votre foi en l'humanité.